Rebonjour à tous, c'est deuxième capsule vidéo avec François Macaille. Yes. Merci encore François d'être présent parmi nous. Merci à toi, Adam. Donc sur cette deuxième capsule, on va vraiment rentrer plus en profondeur sur le marché actuel, ton évolution, comment tu vois le marché se développer sur cette année 2024. Oui. Donc je vais te laisser la parole sur comment ça se passe en ce moment au cœur de ton agence, comment ça va? Parfait. Ben écoute, donc pour répondre à la question de comment ça va, il faut juste regarder un petit peu l'évolution de la dernière année, en fait des deux, trois dernières années, parce que ce qui est arrivé, Adam, puis ça va m'amener au marché d'aujourd'hui. Ce qui est arrivé, c'est que en 2020, 2019-2020, on entrait dans un marché de vendeurs. Alors, donc, ça veut dire que l'inventaire va se vendre très rapidement, en l'intérieur de 4 mois, qui est le marché qu'on a. Donc, en fait, si jamais il n'y a plus de maison qui arrive, en 4 mois, il n'y a plus de maison à vendre. S'il n'y a plus de nouvelles inscriptions, fait que 4 mois et moins, on est dans un marché de vendeurs. Et ce qui est arrivé, c'est que on le voyait venir en 2019-2020, ça évoluait assez rapidement vers un marché de vendeurs. Et la COVID arrive. Là, à ce moment-là, carrément, ça devient encore plus un marché de vendeurs parce qu'il y a plus de maisons qui se mettent en vente, difficultés. Puis, combiné à une baisse des taux d'intérêt, ce qui a fait en sorte que fin 2020 puis 2021, le marché explose, taux d'intérêt très bas, tous les acheteurs veulent les propriétés, il n'y a pas d'inventaire, les offres multiples arrivent. On voit des choses vraiment incroyables. Avant, là, de faire mettre 2000 $ de plus que le prix demandé à un client, c'était un exploit. C'était très difficile. La majorité des courtiers étaient inconfortables à le demander. Puis là, maintenant, c'était rendu, ben non, c'est 5 000, c'est 10 000, c'est 20 000, c'est 30 000, c'est 50 000, c'est 100 000 en haut du prix. C'était rendu incroyable. Puis beaucoup de nouveaux courtiers qui sont arrivés durant ce temps-là pensaient que c'était le standard parce qu'ils n'avaient pas connu autrement. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2022, il y a eu la hausse des taux d'intérêt qui a fait freiner le marché. Je pense que c'est 5-6 hausses de taux d'intérêt qu'il y a eu. Puis ça a fait en sorte que le marché a vraiment freiné. Moi, là, dans l'agence, en tant que propriétaire d'agence, parce qu'un courtier individuel peut connaître, tu sais, il y a des courtiers qui, ça continue de bien aller. L'impact a peut-être pas été aussi grande, mais quand tu as une agence comme nous, avec 80, là, on est 92 courtiers, quand tu as beaucoup de courtiers comme ça, ben, tu suis un peu les statistiques du marché. Alors, si le marché recule de 30 %, mon agence, elle recule à peu près de 30 % aussi. C'est rare que j'ai des bons courtiers, j'ai des moins bons courtiers, donc c'est rare qu'on va battre de beaucoup le marché. Des fois, on va faire un petit peu mieux, peut-être au lieu de 30, peut-être 25, ou on va baisser de 25 au lieu de 30. Mais bref, on essaye de battre le marché, mais il y a quand même un reflet du marché qu'on va constater. Et donc, on a vu que la hausse des taux a vraiment fait freiner le marché. Fait que fin 2022 était plus difficile, 2023 était vraiment plus difficile pour beaucoup de courtiers immobiliers. Mais j'en ai dans mon agence qui ont fait mieux qu'en 2022 quand même, alors, parce qu'ils ont travaillé très fort. Mais 2023, ça a été une année qui a été marquée par encore pas d'hausse de l'inventaire, un inventaire très basse, mais des taux d'intérêt plus élevés, ce qui a freiné la hausse, ce qui a freiné le marché, mais ce qui a contribué aussi à faire diminuer un petit peu les prix. Alors, si je regarde, là, je regardais plusieurs villes dernièrement au courant du mois de janvier, puis j'ai regardé les statistiques, puis on peut voir clairement là, qu'il y a eu une baisse de 5 à 10 % dans la majorité des villes au niveau des prix. C'est correct, faut que ça se stabilise à un certain moment donné. On pensait qu'on allait arriver dans un marché équilibré. Donc, un marché équilibré en temps normal, c'est quand tantôt j'ai dit, bon, c'est 4-5 mois d'inventaire et moins, on est dans un marché de vendeurs. 5 à 7 mois d'inventaire, on est dans un marché équilibré. Plus de 7 mois d'inventaire, on tombe dans un marché d'acheteurs. Alors, donc, ça veut dire que l'offre, elle augmente. Présentement, il y a 58 000 propriétés sur Centris. Okay. Quand on a commencé la pandémie, il y en avait 60 000. Fait que vous tapez centris.ca, vous allez voir le nombre. Moi, c'est un petit gauge. Ça comprend aussi les locations, mais ça me donne un petit gauge pour dire on est à combien, là, comment que l'état du marché vite, là, comme ça, on peut le regarder là. Et à ce moment-là, 60 000 au début de la pandémie. En 2016, on était à peu près à 122 000 propriétés sur Centris. Alors là, on était dans un marché d'acheteurs. Moi, je pense que quand on va retomber vers 75 000, 80 000 propriétés, on est dans un marché plus équilibré.
ou ça va être peut-être un peu plus facile d'acquérir une propriété. Puis là, ben, ce qu'on voit présentement, c'est que les vendeurs doivent s'ajuster. Donc, la condition du marché actuel, je dirais que c'est une condition d'ajustement. Ici, on met la maison au bon prix, elle part, elle va se vendre. Ça, c'est dans tous les marchés, c'est le cas. Dans la pandémie, ben, c'était pire, là, les prix augmentaient. Mais sinon, dans un marché comme on vit actuellement, il faut juste que nos vendeurs soient au bon prix. Et des fois, ben, notre rôle en tant que courtier de vendeur, comme je disais dans le premier épisode, c'est d'avoir ces discussions-là avec notre vendeur, à savoir, monsieur le vendeur, je comprends que vous avez vu qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, votre voisin a vendu à 850 000, mais actuellement, le marché est à 775 000. Alors, il y a eu une diminution de 10 %. Donc, La majorité des gens ne le comprennent pas. non. Ça veut dire... Ben, c'est dur à accepter. C'est ça. Tu sais, j'ai un client qui actuellement s'enligne pour vendre 200 000 de moins qu'il y aurait eu il y a 1 an et demi, alors qu'on avait une offre sur la table. Alors, donc, c'est une maison qui est quand même assez dispendieuse, mais on avait 200 000 de plus, puis malheureusement, mon client l'a refusé à ce moment-là parce qu'il pensait que c'était pas nécessairement assez, puis que c'était pas un problème de le revoir. Puis finalement, après ça, il a vu que c'est pas possible. Là, on demande 150 000 de moins. Fait qu'il va probablement avoir en entour de 200 000 de moins là, quand il va vendre. Donc, il y a un ajustement, c'est réel, c'est dur pour les propriétaires de l'accepter. C'est dur de savoir que j'aurais pu avoir tel prix si j'avais mis ma maison en vente à ce moment-là. Là, je ne l'ai pas. Alors, j'ai manqué le timing. Fait que des fois, les gens sont un petit peu fâchés. Puis tant qu'ils ne l'ont pas vécu, qu'ils n'ont pas mis la maison en vente, des fois, ils pensent que non, on va trouver. Mais là, force est de constater que malgré le marketing, parce que quand tu as un courtier qui fait beaucoup de marketing, qui te donne une belle visibilité, une grande visibilité, je dirais, donc on annonce partout, on s'assure que la propriété est vue dans un rayon de 25, 35, 60 km. Donc, puis on ne trouve pas d'acheteur. À ce moment-là, ben, il reste une chose, il reste le prix. Parce que toute maison se vend. Puis un bon exemple que je donne à mes clients souvent, c'est que je leur dis, admettons que la maison ne se vend pas à, 875 000. Là, je dis à mon client, est-ce qu'on est d'accord pour dire que peut-être qu'à 750 000, la maison, on la donnerait? Fait que là, les gens disent, oh, je ne veux pas la donner. À 750 000, je vais la donner, je ne veux pas la donner. Parfait. Donc, on sait qu'à 750 000, on la donne, puis je suis d'accord avec vous. Mais à 875 000, on ne trouve pas personne. Alors, on essaie de trouver le bon prix. Là. Alors, on ne veut pas la donner. Fait qu'on ne veut pas aller à 750. Mais à 875, personne ne vient. Alors, donc, il faut s'ajuster à un certain moment donné. Puis, ben ça, c'est en passant, c'est universel. Hein? Moi, je fais du coaching en immobilier à travers le Canada et les États-Unis pour Craig Proctor. Donc, j'ai fait plusieurs conférences et partout, quand on enseigne des choses, les gens nous disent « Non, mais François, tu ne comprends pas. Moi, dans ma communauté, moi, dans mon secteur, à Saint-Léonard, ici, en Floride, à Miami, c'est partout pareil. Partout, les vendeurs veulent plus d'argent pour leur maison, payer moins cher de commission, puis les acheteurs veulent payer moins cher la maison. Alors ça, c'est universel. C'est une question qui en découle, mais j'imagine que la plupart des gens se posent avant d'acheter une maison. Une fois que le prix est fixé, est-ce que le courtier immobilier avec le vendeur savent qu'à un moment donné, il y a comme une marge entre le prix qu'il va avoir et le prix qui est fixé? Est-ce que vous en parlez avant de mettre la maison en vente? Tout à fait. D'ailleurs, on a des statistiques là-dessus. Okay. Alors, puis ça a toujours été là, de façon, depuis 26 ans que je fais ça, ça a toujours été environ 2-3 %. Alors, une maison de 500 000, il va avoir 10 à 15 000 de marge de négociation. Une maison de 100 000, il va avoir un petit peu plus, peut-être 20 à 30 000 de marge de négociation. Donc, d'1 million, je veux dire. Alors, donc, il y a toujours ce 2 à 3 % qui est le standard. Puis, je dis tout le temps à mes acheteurs la même chose. Quand vous allez visiter une propriété, là, pensez qu'il y a 2 à 3 %. Mais il n'y a pas 20 % de marge de négociation. Là, fait qu'il y a des gens, des fois, qui arrivent avec des offres beaucoup plus trop basses, mais un propriétaire, quand il met sa maison en vente, on a cette discussion-là. On se dit, regarde, on va la mettre à 779 000, puis on va s'attendre à avoir entre 750 et 760, par exemple. Avec
toutes les histoires que tu as, toutes les anecdotes que tu as vécues au long de ta carrière, est-ce que tu en aurais une peut-être particulière où tu as pu aider un client qui t'a rendu vraiment fier, quelque chose, tu sais, qui sort un peu de l'ordinaire peut-être? Oui, j'en ai quelques. Quand j'y pense, c'est sûr que j'en ai plusieurs, mais il y en a une qui me vient en tête quand même parce qu'elle est plus récente. Ma mémoire, ça marche moins bien Mais c'est qu'avant. normal, Je vieillis. tu as tellement d'histoires, C'est j'imagine. ça. Tous les jours, tu pourrais même créer un podcast sur des histoires. Juste des histoires immobilières, ben oui. Mais j'en ai une avec un client que j'ai vécu quand même qui n'a pas été... il y a eu deux transactions là, à l'intérieur de comme 2 ans à peu près, 2-3 ans. Donc, on a vendu son duplex. Il y a eu des problématiques parce que il y avait beaucoup de fissures, tout ça. Fait que je me suis arrangé. J'ai engagé des contractants pour lui. Donc, on a eu... on a finalement fait rénover la maison. Fait que je l'ai aidé là-dedans, puis on a vendu la maison. Par la suite, il y a eu des problèmes parce qu'à l'inspection, ils ont découvert des trucs. Puis, fait que ça n'avait pas été facile, mais puis, il y a une fille handicapée. Alors, donc, avec tout ça, fait que je trouvais ça, je voulais l'aider, tu sais, j'aide tous mes clients, mais j'étais un peu plus, j'étais sensible à cette situation-là de ce monsieur-là, aussi qui arrivait un petit peu plus vieux dans sa vie. Puis, il était dans une maison, puis j'étais très heureux de la maison qu'on avait trouvée pour lui, qui lui convenait parfaitement, qui était beaucoup plus loin de Montréal, à l'Écoto, puis mais c'est une maison récente, puis en tout cas, on a fait, ça s'est bien passé. Fait que j'étais très heureux de l'avoir aidé, mais là, où ça change l'histoire, c'est que 2-3 ans après, donc il y a 1 an ou 2, il me rappelle, il dit François, il dit écoute, il faut que je vende la maison parce qu'il faut qu'on downsize, on n'a plus les moyens. Alors donc ça, encore là, je suis sensible à ça. Écoutez, je vais vous aider, on va vendre votre maison. Je ne me rappelle plus des prix exacts, mais mettons, on va vendre votre maison à 700 000, je pense 650 000. On va en acheter une à 500, puis vous allez avoir du jeu pour repayer vos dettes puis avoir du lousse. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait ça. On a vendu la maison. Puis, il a trouvé une autre maison, mais qui n'était pas moins chère. Fait que ça ne l'aidait pas vraiment. Mais il est en amour avec. Puis... là, coup de théâtre, sa banque ne veut plus lui prêter d'argent. Alors là, vraiment, il est en état de panique parce que là, la maison est vendue. Il dit, on peut-tu retourner en arrière? On peut-tu canceller la transaction? On ne peut plus, là. La vente, les conditions, tout est fait, là, c'est vendu. Fait que là, il se retrouve pas de maison, puis dans l'incapacité de s'en acheter de nouvelles. Alors là, parce que la banque ne lui finance pas. Fait qu'on va voir d'autres banques. Pas de financement possible. On va voir des prêteurs B, pas de financement possible. Alors là, il m'appelait, il faut que tu me trouves une solution, François. Puis c'était le désespoir. Mais je dis, on va regarder la location. Mais là, il n'y avait rien à louer dans ce qu'il cherchait. Puis il ne pouvait pas aller dans un petit appartement. Il voulait avoir... Fait que donc, ça ne marchait pas. Puis finalement, j'ai trouvé un prêteur privé qui a accepté de le financer. Puis... parce qu'il s'en allait dans un autre secteur qui était vraiment encore plus éloigné. Okay. Puis les prêteurs B ou certains prêteurs ne prêtent pas dans des régions éloignées en campagne. Alors, parce que les marchés ne sont pas aussi bons. Les délais de vente sont plus longs. Fait que finalement, on a trouvé un prêteur privé qui a prêté l'argent. Puis ça lui a permis d'acquérir la propriété puis de se sauver de l'état où il était. Puis par la suite, 1 an après, il est retombé dans un prêt B. Puis là, il devrait être en train de retourner dans un prêt A. Donc, ça, c'est une histoire qui m'a rendu assez fier de dire, écoute, on l'a vraiment aidé. Puis, c'est un monsieur c'est un client à long terme. Puis, je pense qu'on a une belle relation. Toujours garder une bonne relation avec ses clients. On arrive bientôt à la fin du podcast. Ouais. Je voulais que tu nous donnes un peu tes avis sur un livre ou sur un podcast peut-être à recommander aux auditeurs. Est-ce qu'en ce moment, tu es focalisé sur quelque chose qui te passionne, même si c'est pas de l'immobilier, ça peut être autre chose? Écoute, c'est sûr que je te dirais que j'ai une couple de trucs qui me passionnent, beaucoup de choses. Mais mettons, si on veut pour l'immobilier, je dirais 2 podcasts que je recommande vraiment pour l'immobilier. Donc, Dans le ring immobilier de mon chum Jean-Sébastien Boiteau. Donc, fait que ça, il y a
3 saisons. C'est vraiment, Ouais. c'est Ils ont même vraiment commencé sharp. la La quatrième, je ouais, pense. quatrième, c'est ça. Il y a 3 saisons complétées. Là, ils font la quatrième. Donc, vraiment, vraiment sharp. Donc, Jean-Sébastien Boiteau et aussi mon ami Seroujan. Donc, d'ailleurs, que hier, il y avait sa journée Elevate au Palais des Congrès. Félicitations Seroujan aussi pour vraiment l'exploit là, de remplir cette salle-là, là, 800 personnes, courtier immobilier, courtier hypothécaire. C'était une journée fantastique. Donc, Seroujan, bravo. Puis son podcast, il est excellent. Maintenant, Aussi. pour les livres, je dirais... si on est courtier immobilier, le meilleur livre, c'est The Millionaire Agent de Gary Keller, si on est courtier immobilier. Le fameux livre rouge. Gary Keller, qui est le fondateur de Keller Williams, qui est une agence immobilière. Donc, très, très bon livre. C'est encore, à mon avis, là, quasiment un must. Ça reste un must ou une référence de lire ça. Sinon, actuellement, j'aime bien... parmi les livres de business, là, si on est un entrepreneur là, dans n'importe quel domaine, là, pas nécessairement l'immobilier, un entrepreneur, ça serait les livres de Gino Wickman qui est Rocket Fuel et Traction. 2 super bons livres pour la business. Ça, c'est excellent. Puis si on veut se garder motivé, ben on écoute les Darren Hardy. Darren Hardy, qui est un formateur, un coach en performance. Il entraîne beaucoup d'entrepreneurs. Puis, à chaque matin, il y a le Darren Daily. Donc, il y a une petite capsule vidéo à tous les matins pour te partir puis te donner des trucs en tant qu'entrepreneur. Ah, super. Bah, Et voilà. On va vérifier ça, c'est parfait. Adam, je te aussi, vu que j'ai un podcast qui s'appelle Écho sur le marché, donc j'ai pas dit d'écouter mon podcast, mais dans le fond, j'en ai un aussi, podcast Écho sur le marché. Exactement. Écho du marché, excuse-moi. Puis je t'invite, je te lance l'invitation à venir aussi à mon podcast de façon officielle, Écho du marché, où on parle du marché, des tendances, puis de qu'est-ce qui se passe dans le marché actuel. Ça serait vraiment avec plaisir, j'accepte. Parfait. Fait que le mois prochain, tu vas recevoir l'invitation. On se book. Merci. Puis merci de m'avoir reçu sur ton podcast. Merci à toi. Merci à tout le monde d'être présent. Je voulais vraiment remercier infiniment François d'avoir pris le temps avec tout ce qui se passe en ce moment. Son planning, j'imagine, excessivement chargé. Là, je m'en vais immédiatement à Trois-Rivières. On a un shooting photo à 2h. Parfait. Je te souhaite bonne chance alors. C'est bon. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci. Merci tout le monde. Au revoir.